troisième et dernière partie de l'Africa News, où nous sommes toujours en compagnie de Paulin Mouroula, expert en évaluation économique des grands projets d'infrastructure, et de notre éditorialiste Alfred Chongo. Et tout de suite, au Congo, le président Denis Sassou Nguesso a inauguré le Centre international de conférence de Kintélé ce mardi 20 juin. Situé entre Brazzaville, la capitale, et le département du Poul, cette infrastructure est le fruit de la coopération économique avec la Turquie. Un projet qui a été couplé avec celui de la construction prochaine de la cité du gouvernement. Reportage notre correspondant d'Eva Paouzou. Le Centre international de conférence de Kintélé a été inauguré ce mardi 20 juin 2017 par le président Denis Sassou Nguesso, accompagné du vice-premier ministre turc Numan Kurtulmus. Fruit d'un accord entre le Congo et la banque turque Exim Bank pour un coût des travaux de 134 milliards 471 millions de francs CFA, les travaux ont été exécutés par la société turque Suma International. Ce centre comprend entre autres une salle de conférence de 1500 sièges, une salle des présidents de 375 sièges, une salle des banquets d'une capacité de 1000 personnes, une salle de presse de 148 places, un parking pouvant accueillir 390 véhicules. Il comprend aussi un hôtel 4 étoiles construit sur 16 680 mètres carrés avec 200 chambres dont 6 suites présidentielles, un héliport, un court de tennis. La mise en valeur de ces somptueux complexes dont les atouts inestimables justifient l'attrait des touristes et ne manquera pas de participer évidemment à la diversification de l'économie tant souhaitée. Ici, par exemple, au cours d'une conférence internationale, le chef de l'État peut y recevoir ses pairs dans un espace adéquat de travail. Le centre de conférence international de Kintélé est l'un des précurseurs du futur centre-ville de Kintélé, situé à proximité du complexe sportif de la Concorde et offrant une vue sur le fleuve Congo. L'événement va conforter notre pays au rayonnement international pour lequel il aspire, parce que vous venez de mettre à la disposition de l'humanité et de l'élite intellectuelle ce somptueux ouvrage. Le centre de conférence international de Kintélé permettra la création de divers emplois. Il place le Congo sur la liste des pays pouvant abriter des grands rendez-vous internationaux tels que le sommet des chefs d'État africains. Notons que les travaux ont débuté le 11 août 2015 et se sont achevés en septembre 2016. Alfred, ce centre international de conférence de Kintélé, c'est un bon exemple finalement de la coopération sud-sud. On parle souvent ici sur le plateau. Oui, en tout cas, là, les Turcs qui sont en train de s'implanter petit à petit en Afrique veulent jouer leur partition. Et là, c'est l'un des éléments, outre la présence de la compagnie aérienne et puis là, l'intervention de plus en plus des entreprises commerciales et autres turques en Afrique. C'est un bon exemple. C'est un centre, pour une fois, un équipement qui est intéressant, mais qui peut s'inscrire dans tout ce qu'on voit en Afrique, qui manquait beaucoup en Afrique centrale, mais qu'on trouve beaucoup à Malabo. Et là, ça équilibre un tout petit peu. Mais tout n'est pas d'avoir des équipements, des infrastructures comme ça. Il y a la question de l'entretien et puis la question de l'utilisation de ces centres-là. Puisque si ça n'est qu'un éléphant blanc, ça ne sert à rien. C'est-à-dire C'est-à-dire il faut qu'il y ait justement une planification, un planning des conférences qui vont se tenir là-bas pour amortir ne serait-ce que le coût de construction et l'hôtel qui est 5 étoiles qui est construit à côté. Espérons que ça ne sera pas simplement le refuge de tous ceux qui auront volé de l'argent au Congo-Brazzaville et qui passeront leur week-end là-bas. Effectivement, que ça soit aussi un outil à la disposition des Congolais de Brazzaville pour une fois. Et puis, bien sûr, pour l'Afrique centrale. Et là, ça va poser un problème. C'est-à-dire que si on veut qu'il y ait des conférences internationales qui soient organisées, il ne faut pas attendre que ce soit des conférences qui viennent organisées par un certain Atia à partir de l'Europe ici, qui va là-bas, qui va pomper encore du fric, etc. Il faut qu'on voit comment, dans ce dialogue sud-sud, comment des conférences peuvent être organisées par les Africains sur ce site-là. Paulin Mouroula, qu'est-ce que vous en pensez? C'est une infrastructure qui peut être rentable ou pas, ce centre international de conférence? Rentable, je ne me prononcerai pas là-dessus puisque toutes les infrastructures ne sont pas nécessairement rentables. Il y a des fois des utilités sociales qu'il faut associer à une infrastructure. Mais moi, la question que je me pose, c'est quels sont les besoins et les priorités sont où? Si c'est un réel besoin pour le Congo et comme l'a dit mon frère Alfred, une nécessité. On peut penser au rayonnement
aussi d'un pays. Oui, justement, c'est pour cela que je dis, s'il y a ces besoins-là, si c'est une priorité, pourquoi pas? Mais j'ajouterais une chose, ce que dit Paulin est tout à fait juste, c'est-à-dire que d'un côté on construit ce centre-là pimpant neuf, de l'autre côté, quand on va voir l'université Marien Ngouabi, c'est dans un état lamentable. L'hôpital central de Brazzaville dans un état lamentable. C'est ça ce qui cloche souvent dans les planifications de la construction de ces genres d'outils. Ça a coûté 1 milliard d'euros pour construire ce centre-là. Avec la moitié, on aurait pu rénover l'université Marien Ngouabi, par exemple. Bah alors justement, on parle souvent de ces grands projets, ces grands travaux qui ne sont pas achevés. Là, pour le coup, on a un projet qui arrive à son terme. Oui, mais c'est à saluer, mais parce que justement les Turcs étaient derrière, puisque c'est aussi leur financement, c'est leur crédibilité aussi qui est engagée, et donc ils avaient intérêt à ce que ça aille jusqu'au bout. Et puis on leur a pas mis des bâtons dans les roues. On ne va pas rentrer dans les détails des contrats, etc. Qu'est-ce qui s'est passé, nous n'en savons rien. Mais enfin, ils étaient là, ils ont terminé le projet. C'est à saluer. Mais en même temps, c'est de se dire, c'est bien la coopération internationale, mais par rapport aux entrepreneurs du Congo-Brazzaville, etc., est-ce qu'ils sont à même de construire un centre comme ça et puis qu'on leur laisse les coups des franges pour aller jusqu'au bout? C'est aussi une question. Je ne sais même pas s'il y a eu un appel d'offres public pour ça. Ouais, merci. Dans l'actualité également, le Maroc et la Tunisie ont signé ce lundi à Rabat 13 accords de coopération portant sur la promotion des ressources humaines et les échanges économiques bilatéraux. L'objectif est de doubler les échanges commerciaux entre les deux pays d'ici 2020. Birama Sanera. La Tunisie et le Maroc renforcent leur coopération. Au total, 13 protocoles et accords dans ce domaine ont été signés lundi 19 juin 2017 à Rabat entre les deux pays. C'était au terme de la 19e session de la Haute Commission mixte tuniso-marocaine, signée par le chef du gouvernement Youssef Chahed et son homologue marocain Sadedine El Othmani. Ces accords bilatéraux portent essentiellement sur la promotion des ressources humaines et de l'économie. On est deux économies qui sont un petit peu similaires, mais en même temps, il y a une complémentarité. Et nous jouons sur cette complémentarité, les deux pays. Les atouts qu'on a peut être très avantageux pour les investisseurs. Liberté d'investir, il n'y a pas de conditions de 51-49, liberté de transfert des bénéfices, liberté de propriété intellectuelle, elle est très protégée en Tunisie. Et donc tout ça, c'est des atouts qui existent en Tunisie, existent aussi au Maroc. Il y a une complémentarité. Le niveau de la coopération économique bilatérale Tunisie-Maroc est en deçà de la volonté et des ambitions politiques, selon les observateurs. Pour insuffler un nouvel élan à ces échanges, les autorités ont décidé de renforcer leur partenariat bilatéral dans ces grands travaux qui ne sont pas achevés. Là, pour le coup, on a un projet qui arrive à son terme. Oui, mais c'est à saluer, mais parce que justement les Turcs étaient derrière, puisque c'est aussi leur financement, c'est leur crédibilité aussi qui est engagée, et donc ils avaient intérêt à ce que ça aille jusqu'au bout. Et puis on leur a pas mis des bâtons dans les roues. On ne va pas rentrer dans les détails des contrats, etc. Qu'est-ce qui s'est passé, nous n'en savons rien. Mais enfin, ils étaient là, ils ont terminé le projet, c'est à saluer. Mais en même temps, c'est de se dire, c'est bien la coopération internationale, mais par rapport aux entrepreneurs du Congo-Brazzaville, etc., est-ce qu'ils sont à même de construire un centre comme ça et puis qu'on leur laisse les coups des franges pour aller jusqu'au bout? C'est aussi une question. Je ne sais même pas s'il y a eu un appel d'offres public pour ça. Ouais, merci. Dans l'actualité également, le Maroc et la Tunisie ont signé ce lundi à Rabat 13 accords de coopération portant sur la promotion des ressources humaines et les échanges économiques bilatéraux. L'objectif est de doubler les échanges commerciaux entre les deux pays d'ici 2020. Birama Sanera. La Tunisie et le Maroc renforcent leur coopération. Au total, 13 protocoles et accords dans ce domaine ont été signés lundi 19 juin 2017 à Rabat entre les deux pays. C'était au terme de la 19e session de la Haute Commission mixte tuniso-marocaine, signée par le chef du gouvernement Youssef Chahed et son homologue marocain Sadedine El Othmani. Ces accords bilatéraux portent essentiellement sur la promotion des ressources humaines
et de l'économie. On est deux économies qui sont un petit peu similaires, mais en même temps, il y a une complémentarité. Et nous jouons sur cette complémentarité, les deux pays. Les atouts qu'on a peut être très avantageux pour les investisseurs. Liberté d'investir, il n'y a pas de conditions de 51-49, liberté de transfert des bénéfices, liberté de propriété intellectuelle, elle est très protégée en Tunisie. Et donc tout ça, c'est des atouts qui existent en Tunisie, existent aussi au Maroc, il y a une complémentarité. Le niveau de la coopération économique bilatérale Tunisie-Maroc est en deçà de la volonté et des ambitions politiques, selon les observateurs. Pour insuffler un nouvel élan à ces échanges, les autorités ont décidé de renforcer leur partenariat bilatéral dans les domaines du commerce, de l'agriculture, de l'industrie, de l'énergie, du tourisme et des services. En dépit de l'évolution de la coopération entre les deux pays, le volume des échanges commerciaux demeure toujours en deçà des attentes. La 19e session de la Haute Commission mixte tuniso-marocaine a permis d'identifier les mécanismes nécessaires permettant d'élargir la coopération et d'aplanir les différentes difficultés rencontrées dans ce domaine. Les autorités tunisiennes et marocaines souhaitent organiser la 2e édition du Forum économique tuniso-marocain dans les plus brefs délais. L'objectif est de permettre aux investisseurs et hommes d'affaires des deux pays d'engager des partenariats agissant dans plusieurs secteurs porteurs. Le but est aussi de doubler les échanges commerciaux entre le Maroc et la Tunisie à l'horizon 2020 et de les situer au niveau de 500 millions de dollars. Alfred, le Premier ministre tunisien Youssef Chahed évoque des échanges commerciaux toujours très limités avec le Maroc. Quelles sont les causes? Alors, d'abord, il faut saluer cette redynamisation justement des relations maroco-tunisiennes. Mais depuis toujours, les relations entre les deux États ont toujours été des relations très sereines. Simplement, entre le moment où les décisions sont prises et leur exécution, il se passe du temps et puis de part et d'autre, il n'y a pas cette motivation pour transformer justement les accords qui sont signés dans la réalité. Youssef Chahed a rappelé une chose, c'est-à-dire que qu'il y a des complémentarités entre c'est pratiquement les mêmes économies, mais puis il y a des complémentarités, on peut jouer là-dessus pour améliorer la situation. La deuxième chose, c'est qu'il y a eu des blocages liés à l'Union du Maghreb arabe, c'est-à-dire que il y a eu cet échec de l'UMA qui a plombé effectivement les relations entre les pays. C'est une des régions les moins intégrées du continent. Exactement. Et d'ailleurs, on a vu après le retour du roi au sein de l'Union africaine dire que l'UMA est morte de sa belle mort. Et donc aujourd'hui, cette relance-là est nécessaire, mais si on se contente uniquement des déclarations, des satisfecit qu'on se donne comme ça, on n'arrivera à rien. C'est pourquoi il faut mettre en place un peu comme ça se passe entre la Chine et l'Afrique. Ce sont des accords, des plans triennaux qui, à mi-parcours, se réunissent pour faire justement le point sur ce qui est les avancées ou les retards dans la mise en place. Mais alors justement, quand on dit qu'il est beaucoup plus facile pour un exportateur tunisien d'introduire ses produits sur le marché européen qu'au Maroc, ça signifie quoi? Ça signifie qu'il faut qu'il y ait des accords de libre circulation des biens et des personnes, des accords de libre-échange entre les deux États. Or, comme dans la plupart de nos pays, on est resté sur ce schéma de coopérer plus facilement avec l'ancien colonisateur, avec l'Europe qu'entre nous-mêmes. Ce que le roi du Maroc a compris maintenant lorsqu'il privilégie justement ses relations sud-sud avec la projection du Maroc vers l'Afrique subsaharienne. Aujourd'hui, il y a cette dynamique qui a été mise en place. Je crois que c'était surtout ça, une forme de méfiance au fond entre des politiques, alors que les peuples se parlent, mais au niveau des transactions économiques, des transactions financières, il y a une forme de méfiance. Ben, il faut vaincre cela pour aller de l'avant. Paul Amourla, comment voyez-vous cette situation entre deux pays africains donc, qui se situent dans la même sous-région et qui n'arrivent pas comme ça à commercer, ou en tout cas qui commercent très faiblement? Ben, c'est une aberration et je pense que ce n'est pas un cas unique en Afrique, hélas. En Europe, les Européens commercent plus avec les Européens qu'avec le reste du monde. En Afrique,
il est rare de voir des pays qui commercent de manière intense par rapport à quand ils exportent la matière première, etc. On a parlé tout à l'heure des infrastructures. Si les pays se mettaient ensemble pour réaliser des infrastructures ensemble, ce serait peut-être beaucoup plus facile et moins douloureux en termes budgétaires que laisser chaque pays se débrouiller dans son coin. Cette situation, peut-être, c'est un début d'intégration dans cette partie de l'Afrique. On ne peut que le saluer, puisque de toute façon, c'est un bien pour leurs propres économies. Ça dope l'économie et en plus de ça, ça permet au peuple de se connaître, de commercer, de faire des choses ensemble. Ça ne peut être qu'une bonne chose pour ce continent et pour ce pays. Merci. Et tout de suite, notre chiffre du jour. Le Fonds monétaire international a approuvé une augmentation de 224,8 millions de dollars de ces deux programmes de crédit pour la Côte d'Ivoire, qui atteignent désormais un montant de 899,2 millions de dollars. Selon le FMI, les perspectives économiques ivoiriennes restent bonnes, avec une croissance annuelle estimée à 7% pour la période 2017-2019. Alfred, qu'est-ce que cela signifie, une augmentation des programmes de crédit ? Ça signifie très simplement que, le Fonds monétaire, après le passage de ses experts en Côte d'Ivoire, a fini par retrouver confiance en la Côte d'Ivoire, malgré tout ce qui s'est passé au tout début de l'année, parce qu'on regarde la croissance macroéconomique qui est en train de se profiler à l'horizon, et puis les projections qui sont en train d'être faites. Le Fonds monétaire juge nécessaire d'intervenir maintenant pour permettre justement à la Côte d'Ivoire de tenir un certain nombre de ses engagements internes en termes budgétaires, en termes de financement des infrastructures dont on parlait ici, d'un certain nombre de projets pour soutenir justement cette croissance-là. Mais est-ce qu'il n'y a pas un risque d'endettement risqué ? Alors, le risque existe, mais comme vous l'avez rappelé, la Côte d'Ivoire a atteint son plafond d'endettement avec le Fonds monétaire. Après, on n'ira pas au-delà. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a ce travail en collaboration entre les experts du Fonds monétaire et les experts ivoiriens. Et comme ils ont confiance justement à ce début de redressement de l'économie ivoirienne, ils savent effectivement que, en leur prêtant à des taux raisonnables, la Côte d'Ivoire, d'ici un certain nombre d'années, pourra rembourser justement ce crédit-là. Paul Amourla, une petite réaction peut-être par rapport à ça ? Oui, ça montre que les institutions internationales ont confiance en la Côte d'Ivoire. Et l'effet de lui ouvrir les crédits, ça permet en même temps à la Côte d'Ivoire, effectivement, comme l'a dit Alfred, de réaliser un certain nombre de projets et d'être un peu plus à l'aise dans sa projection dans l'avenir, sachant que même si on parle d'endettement, effectivement, l'endettement, il y a un bon endettement et un mauvais endettement. Un bon endettement qui va consister à booster l'économie et donc à créer des richesses et donc des recettes à la fin. Tout le monde peut se retrouver. Si ces crédits sont orientés de manière cohérente et intelligente, je pense qu'ils sont sur la bonne route. Merci. C'est à présent la fin de cette émission. Demain, on retrouvera le 4e volet de cette semaine consacrée au grand projet ferroviaire africain. Paul Amourla, merci d'avoir été avec nous. Je vous en prie, merci. Alfred, merci également d'avoir été là. Mais ça a été un bonheur de vous retrouver autour de ce plateau et puis une joie immense de retrouver mes très chères téléspectatrices. Elles m'ont beaucoup manqué. Et merci à vous de nous avoir suivis. À bientôt dans l'Africa Newsroom.